Une immense louve blanche émergea d'une tempête de neige, boitillant. Son pelage immaculé était maculé de sang et de glace. Elle n'aurait jamais dû survivre. Mais là-bas, au plus profond de l'enfer glacé de la combe de la mort, enseveli sous une avalanche, gisait le chasseur transi de froid qui avait juré de la tuer. Personne n'aurait pu imaginer que la bête sauvage reviendrait pour son bourreau, mais elle ne se souvenait pas du canon de son fusil, mais de la chaleur de ses mains qui avait rendu le souffle à son enfant. Ce qui se passa ensuite entre ses ennemis jurés vous fera pleurer et croire en une seconde chance, même pour ceux dont le cœur semblait de pierre. Cette histoire vous redonnera foi dans les miracles. Un village reculé du Kéra ne pardonne pas la faiblesse. C'est un lieu taillé dans la glace et le silence, où le temps lui-même semble se figer à -50 degrés. Ici, au pôle du froid français, l'air est si dense et piquant que chaque inspiration brûle les poumons, rappelant une gorgée de verre pilé, et un brouillard épais, un voile gris suspendu au-dessus des toits bas, cache non seulement les rues, mais aussi les âmes des gens. En cette heure d'avant l'aube, alors que le ciel au-dessus des Alpes était encore teinté de bleu d'encre, Stéphane Moreau, un chasseur de 50 ans connu dans toute la région comme « le bourreau », était assis dans sa maison de campagne, achevant ses derniers préparatifs. Stéphane était un homme qui semblait avoir été sculpté dans un vieux chêne noueux, trempé par les vents et les gels. Son visage, sillonné de rides profondes, ressemblait à une carte de la forêt des Alpes. Une barbe grisonnante dissimulait une cicatrice sur son menton, souvenir d'une rencontre avec un lynx 10 ans plus tôt. Ses yeux, froids et gris comme un ciel d'hiver avant la tempête, regardaient le monde sans intérêt. En eux, l'étincelle de la simple joie humaine s'était éteinte depuis longtemps, cédant la place au calme glacial d'un professionnel qui ne manque jamais sa cible. Stéphane avait reçu le surnom de bourreau non pas pour sa cruauté, mais pour sa précision chirurgicale effrayante. Il ne faisait jamais souffrir une bête. Un coup de feu, une mort, instantanée et sans douleur. Comme s'il accordait à ses victimes une miséricorde dont il était lui-même privé. Dans un coin de la pièce, éclairé seulement par la faible lueur d'une lampe à pétrole, était suspendue une vieille photographie dans un simple cadre en bois. Une jeune femme aux yeux doux et une petite fille avec des nattes, riant et serrant un ours en peluche. C'était sa femme, Sandrine Moreau, et sa fille, Manon Moreau, décédée 5 ans plus tôt, non pas d'une bête, mais d'une maladie que l'on n'avait pas pu soigner dans ce lieu isolé. Leur mort avait transformé le cœur de Stéphane en pierre, et sa vie en une succession infinie de chasses où il cherchait non pas une proie, mais l'oubli. La cible d'aujourd'hui était spéciale. Ce n'était pas une simple chasse, c'était un défi lancé au destin et à la nature elle-même. Stéphane traquait la louve blanche, une créature légendaire dont les montagnards parlaient à voix basse, l'appelant l'esprit des montagnes, l'incarnation même de l'hiver. Elle était un fantôme, un mythe, un conte que l'on racontait pour effrayer les enfants et que les anciens admiraient. On disait qu'elle était énorme, plus grande que n'importe quel loup ayant jamais foulé cette terre, que son pelage était plus blanc que la neige fraîchement tombée, et que ses yeux brûlaient d'un feu ambré ancestral. Stéphane enfila sa lourde vareuse, imprégnée de l'odeur des conifères et de l'huile d'arme, vérifia sa carabine de chasse, une arme fiable et éprouvée par les années, qu'il aimait plus que les gens. Il huila méticuleusement le mécanisme. Chaque mouvement de ses doigts rugueux mais agiles était exécuté avec une précision automatique. Dans la forêt des Alpes, le moindre détail peut coûter la vie. En sortant sur le porche, il sentit le gel lui saisir instantanément le visage. Ses narines se collèrent sous l'effet du froid. Le thermomètre indiquait -52 degrés. Un temps idéal pour la solitude. Le village dormait encore, enveloppé dans un linceul de glace, mais Stéphane marchait déjà vers la lisière de la forêt, là où finissait la civilisation et où commençait le pouvoir ancien et sauvage de la nature. La neige sous ses larges skis de chasse crissait fort et plaintivement, comme si elle protestait contre l'intrusion de l'homme. La forêt l'accueillit avec le silence, ce silence particulier et vibrant du grand froid qui peut rendre fou le voyageur non préparé. Mais pour Stéphane, c'était de la musique. Il suivait la piste depuis 3 heures déjà, et ses traces étaient véritablement gigantesques. Les empreintes de pattes sur la neige durcie étaient larges, profondes, témoignant de la puissance et du poids incroyable de la bête. C'était elle, la blanche. Contrairement aux loups ordinaires, qui zigzaguent et se cachent, elle marchait droit, avec assurance, comme si elle savait qu'on la suivait et ne craignait pas son poursuivant. Stéphane sentit une excitation étrange, un sentiment qu'il croyait mort en lui depuis longtemps. C'était l'ivresse de la chasse, mêlée de respect pour un adversaire digne de ce nom. Il savait qu'un blizzard approchait, une terrible tempête de neige capable d'ensevelir tout être vivant en quelques heures.
Le ciel à l'horizon se chargeait déjà d'une lourdeur de plomb, et le vent commençait à hurler dans la cime des mélèzes, mais il ne pouvait pas faire demi-tour. Soudain, la forêt s'écarta, révélant une petite clairière entourée de rochers ressemblant à des dents de dragon. Et là, sur une élévation, elle se tenait, la louve blanche. En réalité, elle était encore plus majestueuse que dans les légendes des montagnards. Ce n'était pas simplement une bête, c'était une création parfaite de l'évolution. La reine du Nord. Ses dimensions étaient stupéfiantes. Au garrot, elle atteignait la poitrine d'un homme adulte. Des muscles ondulaient sous un pelage dense et scintillant au soleil, si blanc qu'il se fondait dans le paysage environnant, seule son ombre trahissant sa présence. Mais le plus saisissant, c'étaient ses yeux. Deux topazes ardentes, dans lesquelles on lisait non pas la fureur animale, mais une intelligence troublante, presque humaine, et une sagesse séculaire. Elle ne s'enfuyait pas. Elle se tenait immobile, tournant sa tête massive vers le chasseur et le regardant droit dans les yeux, comme si elle avait attendu cette rencontre. Le vent agitait son pelage, mais elle ne bougeait pas, comme si elle était taillée dans la même glace que les rochers environnants. Stéphane, lentement, en évitant les mouvements brusques, retira sa carabine de chasse de son épaule. Son cœur, qui battait habituellement d'un rythme régulier, martelait maintenant comme un fou, résonnant dans ses oreilles. C'était le moment de vérité, le sommet de sa carrière, le trophée qui immortaliserait son nom parmi les chasseurs. Il se colla à la lunette de visée. Le réticule se posa précisément sous l'omoplate de la bête, là où battait son cœur chaud et vivant. Le monde se rétrécit aux dimensions du cercle noir de la lunette. La respiration de Stéphane devint régulière. Son doigt se posa doucement sur la détente. Il savait qu'il ne manquerait pas. Il ne manquait jamais. Dans sa tête, il n'y avait aucun doute, seulement un calcul froid et le vide habituel. « Pardonne-moi, ma belle », murmura-t-il du bout des lèvres, expirant un nuage de vapeur. Il appuya sur la détente, mais au lieu de la détonation qui aurait dû déchirer le silence de la forêt, seul un clic sec et pitoyable retentit. Raté. Stéphane se figea, n'en croyant pas ses oreilles. Il réarma, essayant de chambrer une nouvelle cartouche, mais le mécanisme était complètement bloqué. La graisse, qu'il avait si soigneusement appliquée le matin, cette graisse d'armurerie si chère, s'était révélée de mauvaise qualité ou n'avait tout simplement pas résisté au gel extrême, s'épaississant et se transformant en colle. Le percuteur n'avait pas frappé l'amorce avec assez de force. Sa fidèle carabine, le prolongement de ses bras, son unique ami, l'avait trahi au moment le plus crucial de sa vie. Stéphane abaissa son arme, sentant un frisson d'horreur parcourir son échine, non par peur de la bête, mais par la conscience de la fatalité de la situation. Il leva les yeux vers la louve. La blanche se tenait toujours sur le rocher. Elle avait entendu le clic. Elle avait vu la confusion de l'homme. Dans son regard, il n'y avait pas de triomphe, seulement une compréhension calme et froide. Elle semblait lui dire, « Pas aujourd'hui, bourreau. Pas aujourd'hui. » Puis, avec une grâce inaccessible à toute autre créature, elle se retourna lentement, agita sa queue touffue et se fondit dans le brouillard blanc du blizzard naissant, comme une apparition, comme un esprit qui s'était laissé voir mais pas touché. Stéphane resta seul au milieu de l'immense clairière vide, avec un morceau de métal inutile dans les mains, tandis que les premiers gros flocons de neige commençaient à tomber du ciel, annonçant l'arrivée de la tempête. Et il comprit que la véritable chasse n'avait même pas encore commencé, mais que maintenant, c'est lui qui pourrait se retrouver dans le rôle de la proie. Stéphane Moreau n'était pas du genre à reculer devant les difficultés, et le clic de la culasse, qui avait résonné comme une trahison dans le silence glacial, n'avait pas refroidi son ardeur, mais avait au contraire attisé les braises de l'obstination qui couvaient au fond de son âme. Debout dans la clairière balayée par les vents, il arracha ses gants avec rage, insensible au froid mordant, et se mit à démonter le mécanisme de sa carabine de chasse. Ses doigts rugueux, habitués à dépecer les carcasses et à fendre le bois, bougeaient avec une vitesse incroyable, retirant la graisse figée et essuyant les pièces avec un morceau de chiffon sec qu'il portait toujours dans sa poche intérieure. 5 minutes plus tard, la carabine était de nouveau prête au combat, mais la louve avait disparu. Il ne restait qu'une chaîne de traces profondes menant vers la combe de la mort, une gorge étroite et sinueuse que les montagnards locaux évitaient, croyant que des esprits malins y résidaient. La raison, cette voix froide et calculatrice qui avait pendant des années préservé Stéphane de la mort, lui murmurait, « Fais demi-tour, vieil homme. Le blizzard est déjà là. » Le ciel au-dessus de sa tête passait rapidement du gris à un violet noir sinistre.
Et les premières rafales de vent, encore rares mais puissantes, balayaient la poudreuse des cimes des arbres, la faisant tourbillonner en spirale. Mais Stéphane fit taire cette voix. L'image de la louve blanche, son regard calme, presque moqueur, était gravée dans son esprit, et le chasseur, guidé par un orgueil blessé, s'avança, à la rencontre de la tempête, pénétrant au cœur même des montagnes anciennes. À mesure qu'il s'enfonçait dans la gorge, le monde autour de lui changeait, perdant ses contours et ses couleurs. Les falaises surplombant le sentier ressemblaient à des gardiens géants pétrifiés, et le vent dans le défilé hurlait avec une telle force qu'on aurait dit que la montagne elle-même criait de douleur. Soudain, la vision périphérique de Stéphane capta un mouvement, et il leva instinctivement son arme, pour la rabaisser aussitôt. Ce n'était pas un loup, mais un renard polaire. Une petite créature agitée et habituellement effrontée. Cet animal en particulier était très jeune, avec une fourrure blanche et duveteuse, mais emmêlée par endroits, qui le rendaient presque invisible sur fond de neige, n'eût été son nez noir de jet et ses yeux sombres, des perles remplies de panique. Normalement, les renards polaires, ces éternels compagnons des chasseurs, suivaient l'homme dans l'espoir de profiter des restes d'une proie, faisant preuve de ruse et de prudence. Mais celui-ci se comportait différemment. Il ne s'arrêta pas, ne regarda pas Stéphane avec la curiosité propre à son espèce. Il fuyait, les oreilles couchées. Son petit corps était contracté par la peur, et il passa en trombe à côté des jambes du chasseur, sans même ralentir sa course, comme si la mort elle-même était à ses trousses. Le renard, enfant de la toundra, sentait ce que l'homme, dans sa présomption, refusait de remarquer. La nature n'était pas simplement en colère, elle préparait un coup. Le comportement de l'animal était un mauvais présage, le dernier avertissement que Stéphane ignora, crachant sur la neige et ajustant la sangle de son sac à dos. « Pauvre bête !» marmonna-t-il, continuant son chemin sur les traces de la louve, qui devenait de moins en moins visible sous la neige fraîche. La tempête frappa soudainement, comme si quelqu'un là-haut avait ouvert les vannes de l'océan céleste. La visibilité tomba à zéro. Le monde se transforma en une bouillie blanche informe, où il n'y avait ni haut ni bas, et le vent vous jetait à terre, vous projetant au visage des poignées de grésil glacé, dures comme du sable. Stéphane marchait penché en avant à un angle de 45 degrés, se protégeant le visage avec son coude. Chaque pas était un combat. Ses poumons brûlaient par manque d'oxygène, et ses vêtements semblaient ne plus le réchauffer. Il comprit qu'il avait commis une erreur fatale, en s'aventurant si loin dans la gorge, où le vent s'accélérait comme dans une soufflerie. Il devait trouver un abri, n'importe quelle niche dans la roche, pour attendre que la fureur des éléments se calme. Mais les parois rocheuses ici étaient lisses et à pic. Et c'est alors que quelque chose de plus effrayant que la tempête se produisit. La terre trembla sous ses pieds. Ce n'était pas un tremblement de terre au sens habituel. C'était le gémissement du pergélisol. La brusque variation de température, du froid extrême du matin au front légèrement plus chaud apporté par le cyclone, avait créé une tension monstrueuse dans la masse de glace et de pierre qui liait les pentes de la gorge. Un son retentit, semblable à un coup de canon, mais 1000 fois plus fort. Le son de la matière du monde qui se déchire. Stéphane se figea, levant la tête, et à travers le rideau de neige, il vit le flanc de la montagne au-dessus de lui, qui semblait immuable depuis des millénaires, commencer à se détacher lentement, presque paresseusement, de sa base. C'était une avalanche, mais pas de neige douce, plutôt un mélange de glace, de pierre, de neige compactée. Un torrent mortel qui balayait tout sur son passage. L'instinct de survie, cette bête ancienne qui vit en chacun de nous, hurla dans la tête de Stéphane, lui ordonnant de courir, mais il n'y avait nulle part où fuir. À droite, une paroi à pic, à gauche, un précipice caché par le brouillard, derrière et devant, un sentier étroit sur lequel les premiers rochers s'abattaient déjà. Stéphane tenta de se précipiter vers un petit surplomb rocheux, espérant s'y abriter comme sous une visière. Mais la nature fut plus rapide. Une masse énorme de neige le frappa dans le dos avec la force d'un train en marche, lui chassant l'air des poumons et le projetant en avant comme une poupée de chiffon. Le monde bascula, tourbillonnant dans un kaléidoscope frénétique de blanc et de noir. Il sentit le sol se dérober sous ses pieds, et il tomba dans le vide, dans la gueule glacée de la gorge. Le choc avec la pente fut terrible, mais la neige accumulée au fond du ravin amortit sa chute, l'empêchant de mourir sur le coup. Stéphane roula, heurtant des pierres cachées, entendant le craquement de son propre équipement et sentant une douleur aiguë et perçante dans sa jambe, qui éclata comme un éclair avant de se noyer dans le choc. L'avalanche le recouvrit, l'ensevelissant sous des tonnes de neige,
le coupant de la lumière, du son et de l'air. Un silence absolu et oppressant s'installa, l'obscurité et un froid qui maintenant l'enveloppaient de toutes parts, pénétrant chaque cellule de son corps. La dernière pensée de Stéphane, avant que la conscience ne l'abandonne miséricordieusement, fut le souvenir des yeux de la louve blanche. Il comprit alors qu'elle ne fuyait pas devant lui. Elle fuyait la montagne, qui avait décidé de les prendre tous les deux. Stéphane le bourreau, la terreur de la forêt des Alpes, était pris au piège, impuissant comme un nouveau-né, dans une tombe de glace au fond de la combe de la mort. La conscience revint à Stéphane non pas doucement, comme une aube, mais par à-coups, comme si quelqu'un le frappait à la tête avec un marteau, l'arrachant à l'abîme noir et visqueux du néant. La première sensation fut celle du froid, un froid absolu, pénétrant jusqu'aux os, qui semblait une créature vivante rongeant son corps. Puis la douleur déferla, aiguë et lancinante, concentrée dans sa jambe droite, qui brûlait comme si on l'avait plongé dans une fournaise. Stéphane gémit, et ce son, rauque et faible, parut étranger dans le silence de mort de sa crypte de glace. Il ouvrit les yeux, mais ne vit qu'un trouble gris. Il lui fallut plusieurs minutes pour faire le point et comprendre qu'il était en vie. Il gisait au fond d'une gorge étroite et profonde, où l'avalanche l'avait précipité. La neige autour de lui était labourée et mêlée de terre et de pierres, et bien au-dessus de sa tête, à une vingtaine de mètres, on apercevait le bord du précipice d'où il était tombé, aussi inaccessible que les étoiles. Stéphane tenta de bouger, et le monde explosa de nouveau dans un éclair de douleur. Sa jambe droite était tordue dans un angle contre nature, coincée sous un fragment de roche et de la neige compacte. Ce n'était pas une fracture. En chasseur expérimenté, il aurait immédiatement reconnu le craquement d'un os. C'était une luxation très grave. Peut-être une rupture des ligaments, une blessure qui, dans la forêt, signifiait souvent une condamnation à mort, plus douloureuse qu'une balle. Il commença à se déterrer, utilisant ses mains comme des pelles, dégageant la neige jusqu'à libérer sa jambe. Chaque mouvement provoquait une nausée, mais il se forçait à bouger, sachant que l'immobilité, c'était la mort. Quand il put enfin s'asseoir, le dos appuyé contre une pierre froide, et reprendre son souffle, son regard, habitué à la pénombre de la gorge, distingua dans l'ombre quelque chose qui lui fit oublier sa douleur. À 10 pas de lui, sur une petite parcelle de terrain relativement plate, jonchée de chablis, gisait la blanche. La louve avait aussi survécu à la chute, mais elle en avait payé le prix fort. Sa patte arrière était coincée entre deux lourds rochers, et le pelage de sa cuisse était sombre de sang. Mais elle n'était pas seule. Près d'elle, blottie en une minuscule boule tremblante, s'agitaient deux louveteaux. De toutes petites boules de poils grises, encore aveugles et impuissantes, qui piaillaient de froid et de peur. La blanche gisait, le cou tendu, et regardait Stéphane. Dans ses yeux ambrés, il n'y avait plus cette assurance hautaine qu'il avait vue le matin sur le rocher. Il y avait maintenant de la douleur et la détermination désespérée d'une mère prête à tout pour protéger sa progéniture. Stéphane porta instinctivement la main à sa ceinture, où pendait son couteau de chasse. Sa carabine de chasse avait disparu, probablement ensevelie quelque part sous des tonnes de neige, mais le couteau était resté. Une pensée cynique et pragmatique lui traversa l'esprit, tue-la. C'est de la viande, c'est de la chaleur. Il pouvait ramper jusqu'à elle et lui trancher la gorge pendant qu'elle était immobilisée. Ce serait logique. Ce serait humain, en situation de survie. Il serra même le manche du couteau, sentant l'acier froid, mais son regard tomba de nouveau sur les louveteaux, que la louve essayait de protéger avec son corps blessé. Et un autre souvenir lui revint en mémoire. Sa femme, Sandrine, protégeant du vent la petite Manon, de la même manière, avec la même expression d'amour sacrificiel sur le visage. La main de Stéphane trembla et s'immobilisa. Il jura entre ses dents, maudissant sa propre sentimentalité, mais il n'eut pas le temps de retirer sa main du couteau, car à cet instant, le vent leur apporta une odeur lourde, douceâtre et putride, l'odeur de la mort et de la folie. Des petites pierres se mirent à tomber de la pente de la gorge. Stéphane et la blanche levèrent la tête simultanément. Là, sur un rebord, à environ 5 mètres au-dessus d'eux, se tenait le cauchemar de tout hiver dans la forêt, un ours solitaire. C'était une créature énorme et grotesque, une erreur de la nature qui n'aurait pas dû exister. Un ours solitaire est un ours qui n'a pas accumulé assez de graisse pendant l'été et n'a pas hiberné, ou qui a été réveillé. Condamné à mourir de faim, il se transforme en un mort-vivant, dépourvu de peur et de seuil de douleur, mu par un seul instinct, manger. Cette bête était horrible. Sa fourrure pendait en lambeaux,
révélant une peau enflammée couverte d'ulcères. Ses côtes saillaient comme les cercles d'un tonneau, et son museau était déformé par un rictus de faim éternel. Ses petits yeux brûlaient d'un feu rouge de folie, et de sa gueule coulait une bave épaisse qui gelait instantanément au vent. L'ours solitaire avait été attiré par l'odeur du sang, le sang de Stéphane et celui de la louve. Il poussa un rugissement grave et guttural, qui sembla faire vibrer les rochers eux-mêmes, et commença à descendre maladroitement mais rapidement, s'agrippant aux saillies avec ses griffes. La blanche hérissa le poil de son garrot et gronda, mais c'était le grognement d'une condamnée. Elle tenta de se lever, mais sa patte coincée l'en empêcha, et elle s'effondra de nouveau, montrant les crocs, prête à livrer un combat qu'elle ne pouvait pas gagner. L'ours n'était plus qu'à 3 mètres. Une énorme montagne de chair en décomposition et de fureur, prête à les écraser tous les deux. Stéphane comprit qu'il n'y avait pas de temps pour réfléchir. Il était le prochain amuse-gueule après les loups. Un couteau ne suffisait pas contre une telle machine. C'était comme un cure-dent contre un char. Et c'est alors qu'il se souvint, dans la poche intérieure de sa veste, près de son cœur, se trouvait ce qu'il portait non pas pour la chasse, mais, au cas où. Un vieux pistolet de service lourd, hérité de son père militaire. L'arme de la dernière chance. Stéphane tira sur la fermeture éclair de sa veste, sans sentir ses doigts gelés s'écorcher jusqu'au sang. L'ours levait déjà sa patte pour frapper la louve. Son haleine fétide les submergea d'une vague suffocante. Stéphane sortit le pistolet, arma la culasse, priant tous les dieux pour que l'huile à l'intérieur ne gèle pas comme celle de sa carabine, et sans essayer de viser la tête de la bête, sa main tremblante risquait de manquer, et enrager le monstre avec une blessure serait un suicide. Il pointa le canon vers le rocher juste devant le museau de l'ours, là où une plaque de neige surplombait, et pressa la détente. Le coup de feu, dans l'espace confiné de la gorge, résonna comme l'explosion d'un obusier. L'écho amplifia le son à plusieurs reprises, frappant les tympans. La balle fit jaillir des étincelles de la pierre à 1 centimètre du nez de l'ours, et des éclats de roche lui giclèrent droit dans les yeux. L'ours, qui s'attendait à une proie facile et non à un coup de tonnerre, recula. Les ours solitaires sont fous, mais lâches devant ce qu'ils ne comprennent pas. Le son brutal et la douleur dans les yeux firent dérailler son programme de meurtre. Il rugit, recula, glissa sur les bouliers, décidant que la proie était trop dangereuse, se retourna et, d'une manière comique, en se dandinant, s'enfuit en courant vers le haut de la pente, disparaissant dans le brouillard neigeux aussi vite qu'il était apparu. Stéphane abaissa le pistolet, sentant l'adrénaline se dissiper, laissant derrière elle une faiblesse dévastatrice. Il tourna son regard vers la blanche. La louve ne grognait pas. Elle regardait le dos de l'ours qui s'éloignait, puis tourna lentement la tête vers l'homme. Pour la première fois, il n'y avait pas de haine entre eux, mais autre chose. Elle avait vu ce qu'il avait fait. Il aurait pu la tuer, mais il les avait tous sauvés. Stéphane s'adossa lourdement contre la pierre et ferma les yeux, serrant dans sa main la crosse encore chaude du pistolet. Ils étaient ennemis, enfermés dans la même cage. Mais maintenant, ils avaient un ennemi commun. La mort. Et cette nuit, ils allaient devoir la survivre ensemble. Le silence qui était revenu dans la gorge après la fuite de l'ours solitaire était plus effrayant que n'importe quel rugissement. C'était le silence mort et vibrant de la nuit alpine, troublé seulement par le gémissement du vent qui, tel un archer invisible, jouait sa complainte funèbre sur les cordes de glace des rochers. L'adrénaline, cette drogue peu fiable qui avait donné à Stéphane la force de tirer, se retirait rapidement de son sang, ne laissant derrière elle que le vide et un froid qui semblait maintenant avoir une forme physique, mordant son corps avec des centaines de dents invisibles. Le thermomètre, s'il avait survécu, aurait affiché -55 degrés, une température à laquelle le souffle se transforme en glace avant même de quitter les lèvres, et où la volonté de vivre gèle plus vite que l'eau. Stéphane était assis, le dos contre un rocher, et regardait sa jambe droite. Le genou avait enflé et ressemblait à une pastèque trop mûre, pulsant de douleur au rythme des battements de son cœur. Il comprenait que s'il ne remettait pas la luxation en place maintenant, avant que les muscles ne se pétrifient complètement à cause du froid et du choc, il ne se relèverait jamais de ce lit de glace. C'était l'arithmétique simple et cruelle de la survie. La douleur ou la mort. Il sortit de sa poche un morceau de lanière en cuir brut, le roula en un cylindre serré et le mit dans sa bouche pour ne pas se mordre la langue et ne pas crier, car un cri est une perte de chaleur précieuse. Stéphane saisit son tibia à 2 mains, appuya son pied sain contre un rocher et, rassemblant toute sa haine pour ce monde en un seul point, il tira sa jambe vers lui et légèrement sur le côté, surmontant la résistance de son propre corps. Une supernova, blanche et éblouissante,
explosa devant ses yeux. Le craquement de l'articulation qui se remettait en place résonna dans sa tête comme un coup de canon. Le monde disparut un instant, se dissolvant dans un brouillard de douleur rouge, et Stéphane sombra dans l'obscurité, mais seulement pour une seconde. Le froid le ramena immédiatement à la réalité, le couvrant d'une sueur glacée qui se transforma instantanément en une croûte de givre sur son front. Il recracha la lanière mordue, aspirant avidement l'air glacial. La jambe brûlait, mais elle était maintenant en place. Et c'était la première petite victoire dans la guerre contre la nuit. Maintenant, il fallait du feu. Sans feu, ils deviendraient tous, lui, la louve et sa portée, des statues de glace au matin, des monuments à la bêtise humaine et à la malchance animale. Stéphane regarda autour de lui. L'avalanche avait apporté non seulement de la neige, mais aussi des débris, des morceaux de troncs de bouleaux nains, des buissons de pins rampants arrachés avec leurs racines, des branches sèches de mélèze. C'était peu. Ridiculement peu pour une longue nuit. Mais il n'avait pas le choix. En rampant, traînant sa jambe malade, il commença à rassembler tout ce qui pouvait brûler, amassant les branches en un petit tas au pied d'un rocher en surplomb, qui offrait une sorte de protection contre le vent. Ses doigts ne lui obéissaient plus, ils étaient devenus des morceaux de bois étrangers. Et pour sortir les allumettes de leur contenant étanche, il dut utiliser ses dents. La première allumette se cassa, la deuxième s'éteignit sous une rafale de vent. Il ne lui en restait que 5. Stéphane sentit une peur poisseuse, froide et glissante comme un serpent, s'insinuer dans son cœur. « Calme-toi, bourreau, se murmura-t-il, et sa voix sonna comme un grincement de pierre. Tu n'as pas survécu à une avalanche pour mourir de froid avec une boîte d'allumettes pleine. Il construisit une minuscule cabane avec de l'écorce de bouleau, la protégea de son corps pour créer un cocon sans vent, et gratta une troisième allumette. La petite flamme, faible et vacillante, lécha l'écorce. Elle prit feu à contre-cœur, dégageant un nuage de fumée âcre, mais ensuite, sentant de la nourriture, la flamme se renforça, se propagea aux branches sèches, et bientôt, un petit feu pitoyable se mit à danser dans l'obscurité, projetant de longues ombres dansantes sur les parois de la gorge. Ce n'était pas seulement de la chaleur, c'était la vie. Stéphane tendit ses mains vers le feu, sentant la douleur dans ses doigts se transformer en picotement de sensibilité retrouvée. Et c'est alors qu'il sentit un regard sur lui, un regard lourd, insistant, qui lui fit se hérisser les poils de la nuque. Il tourna lentement la tête. La blanche était toujours là où elle était, à environ 5 mètres. Mais maintenant, attirée par la chaleur et la lumière, elle s'était soulevée sur ses pattes avant. À la lueur du feu, ses yeux ne brûlaient pas de fureur, mais d'une étrange lumière presque mystique de compréhension. Elle tremblait. Un grand frisson secouait son corps puissant. Et Stéphane voyait le givre couvrir son pelage autrefois magnifiquement blanc. Elle gelait. Lentement, surmontant sa peur du feu, l'ennemi jurait de tout ce qui vit dans la forêt, et sa peur de l'homme, elle se mit à ramper. Elle rampait sur le ventre, traînant sa patte arrière brisée, gémissant à travers ses dents serrées, mais elle se dirigeait vers la chaleur. Stéphane aurait pu saisir son pistolet, aurait pu prendre un tison enflammé pour chasser la bête, mais il resta immobile, regardant son ennemi dans les yeux. Et à ce moment, quelque chose se brisa dans son âme. « Viens », dit-il d'une voix rauque, et ce fut le premier mot humain qu'il adressa à une bête non pas comme à une cible. « Viens te réchauffer, idiote, il y a de la place. » Elle rampa jusqu'au bord du cercle de lumière et s'allongea, à environ 2 mètres de lui. Elle n'osa pas s'approcher davantage. Elle posa sa tête sur ses pattes et expira, regardant le feu. Dans cette scène étrange et surréaliste, où le tueur et la victime se réchauffaient au même feu au milieu d'un enfer de glace, Stéphane se mit soudain à parler. Les mots sortaient de lui-même, comme si un barrage de silence, qu'il avait construit pendant 5 ans, venait de céder. Il ne parlait pas à la louve, mais à lui-même, au feu, à la nuit. Il parla de Sandrine, de la façon dont elle aimait faire des tartes aux érelles, dont l'odeur remplissait la maison de chaleur. Il parla de Manon, de son rire qui tintait comme une clochette, et de ce jour où ce rire s'était tu pour toujours. Je pensais que si je tuais tous les loups de la forêt, la douleur s'en irait, murmura Stéphane, fixant les flammes où couraient des serpents oranges. Je pensais que le sang étoufferait le silence dans ma maison, mais le silence est devenu encore plus fort. Il me siffle aux oreilles. Il m'étouffe chaque nuit. La louve écoutait. Ses oreilles tressaillaient au son de sa voix, et à un moment donné, Stéphane eut l'impression qu'elle le comprenait,
qu'elle comprenait cette ancienne tristesse d'un mâle qui a perdu sa meute. En réponse à sa confession, elle fit un geste qui détruisit définitivement le mur entre eux. Elle poussa du nez l'un des louveteaux, le plus gros et le plus actif, plus près du feu, plus près de Stéphane. C'était un geste de confiance absolue, le geste d'une mère qui remet la vie de son enfant entre les mains d'un monstre parce qu'elle n'a plus la force de le réchauffer. Mais l'idylle fut brisée par la nature elle-même, qui ne tolère aucune trêve. Le vent se renforça brusquement, jetant une poignée de neige dans le feu, faisant siffler la flamme et la forçant à se coucher. Et à cet instant, la Blanche émit un son qui serra le cœur de Stéphane. Un gémissement bas, plein d'une tristesse infinie. Elle poussait du nez le second louveteau, celui qui était plus petit et plus faible. La petite boule grise gisait immobile. Ses flancs, qui il y a une minute encore se soulevaient convulsivement dans une tentative d'inspirer l'air glacial, étaient maintenant immobiles. Le froid l'avait vaincu plus rapidement que la chaleur du feu. La Blanche léchait son museau, le poussait de la patte, essayant de le réveiller, de le forcer à bouger, mais le louveteau était comme une poupée de chiffon dont on aurait retiré le rembourrage. Elle leva la tête et regarda Stéphane. Dans ce regard, il n'y avait ni menace, ni méchanceté, ni même une demande de nourriture. C'était le regard d'une mère dont l'enfant meurt dans ses bras, et elle sait qu'elle est impuissante. C'était le même regard que Sandrine lui avait jeté dans la chambre d'hôpital, une minute avant sa mort. Un regard plein d'une question muette. Ne peux-tu vraiment rien faire? Toi qui es si fort. Stéphane se figea. Toute sa vie, toute sa philosophie du « que le plus fort survive » s'effondrait maintenant sous le poids de ce regard. Le second louveteau mourait. Son minuscule cœur s'arrêtait, incapable de supporter la lutte contre le gel et les conséquences de la chute. Et Stéphane comprit que cette nuit exigeait de lui non pas un coup de feu, mais quelque chose qu'il avait oublié comment faire depuis longtemps. Elle exigeait un miracle. Dans ce sac de pierre exigu, où la lumière du feu luttait contre les ténèbres séculaires, le temps s'arrêta. Il se contracta aux dimensions du minuscule corps qui se refroidissait sur la neige. Stéphane regardait le louveteau immobile, et dans sa conscience, embrumé par la douleur et le froid, une pensée féroce et irrationnelle jaillit, pas pendant mon service. La mort était une vieille connaissance qui le suivait à la trace depuis 5 ans, qui lui avait pris Sandrine et Manon. Maintenant, elle tendait ses doigts décharnés vers cette boule de poils, et Stéphane sentit une montée de rage froide. Il n'avait pas pu sauver sa famille. Il était alors impuissant face à la maladie, face au destin. Mais ici, dans cet enfer de glace, l'issue de la bataille ne dépendait que de la chaleur de ses mains et de l'obstination de son esprit. Il bougea. Ce mouvement lui coûta un nouvel éclair de douleur dans son genou luxé, qui lui fit voir noir. Mais il l'ignora, rampant vers la louve sur les coudes, laissant un sillon dans la neige derrière lui. La Blanche se tendit. L'instinct, affiné par des millénaires d'évolution, lui hurlait que l'homme qui s'approchait de ses enfants était une menace, était la mort. Sa lèvre supérieure se retroussa, découvrant des crocs jaunes capables de broyer les os d'un élan, et de sa gorge s'échappa un grognement bas et vibrant. C'était la dernière barrière, la ligne à ne pas franchir. Mais Stéphane ne s'arrêta pas. Il la regardait droit dans les yeux, non pas avec défi, non pas avec menace, mais avec cette détermination ouverte, presque folle, que les animaux ressentent mieux que l'odeur de la peur. Doucement, mère, doucement. Croassa-t-il, sa voix ressemblant au craquement d'un vieil arbre. Je ne vais pas le prendre, je vais le ramener. Il tendit la main, cette même main qui pendant des décennies avait appuyé sur la détente, dépecé des carcasses et posé des pièges, une main imprégnée de l'odeur de la poudre et du sang. Maintenant, elle tremblait, mais pas de froid, mais de l'importance du moment. La Blanche se figea. Dans ses yeux ambrés, qui reflétaient la danse du feu, une lutte avait lieu. La peur de l'ennemi éternel luttait contre le désespoir d'une mère voyant son enfant périr. Elle voyait que le louveteau ne respirait pas. Elle savait que sa langue et sa chaleur ne le ramèneraient plus. Et elle fit un choix qui contredisait toutes les lois de la nature sauvage. Elle détourna la tête et recula légèrement, donnant accès au petit. C'était la plus grande confiance dont un prédateur est capable. Un acte de capitulation face à l'espoir. Stéphane prit le louveteau avec précaution, comme s'il s'agissait d'un vase de cristal. Il était terriblement léger et froid, comme un morceau de glace enveloppé de fourrure. C'était un mâle, tout petit, plus faible que son frère, avec une bande gris foncé le long de l'échine. Sa tête pendait sans force,
ses pattes étaient étendues et sa gueule était entr'ouverte, révélant des gencives pâles et cyanosées. Stéphane ouvrit sa veste, arrachant les boutons, et pressa le louveteau contre sa poitrine, directement sur sa peau, sous les couches de son pull en laine et de ses sous-vêtements thermiques. Le contact du petit corps glacé contre sa peau chaude le brûla, le faisant frissonner, mais il ne fit que le serrer plus fort, essayant de lui transmettre sa chaleur, sa force vitale. « Allez, petit, allez, n'ose pas partir », murmura-t-il, se balançant d'avant en arrière, comme un chaman en transe. Mais la chaleur seule ne suffisait pas. Le cœur du louveteau était silencieux. Stéphane le sortit, le posa sur ses genoux et commença à faire ce qui semblait absurde et impossible ici, au fond d'une gorge avec une bête sauvage. Il commença la réanimation. Ses doigts énormes, habitués à briser, essayaient maintenant de créer. Il trouva la minuscule cage thoracique, fragile comme celle d'un oiseau, et commença à appuyer rythmiquement. 1, 2, 3. Il fallait être incroyablement prudent. Un peu plus fort, et il lui briserait les côtes, lui perforerait les poumons. Stéphane ferma les yeux, s'imaginant que ce n'était pas un louveteau, mais sa petite Manon, qu'il n'avait pas réussi à sauver. Ce souvenir donna à ses mouvements une précision d'orfèvre. Il se pencha vers le museau du louveteau, couvrit son nez et sa gueule de ses lèvres. Le goût de chien mouillé, de sang et de neige emplit sa bouche, mais Stéphane ne ressentit aucun dégoût. Il souffla de l'air, son air chaud et vivant, dans les poumons de la bête. La cage thoracique du louveteau se souleva. Stéphane se recula. De nouveau, le massage. 1, 2, 3. Une inspiration. Le silence. Seulement le hurlement du vent et le crépitement du feu. « Allez !» cria Stéphane, et l'écho de son cri se répercuta sur les rochers. La blanche se souleva en gémissant. Son regard était rivé sur les mains de l'homme. Une éternité sembla passer. Les minutes s'étirèrent en heures. L'espoir commença à s'estomper, cédant la place au goût amer de la défaite. Et soudain, sous les doigts de Stéphane, quelque chose tressaillit. Une secousse à peine perceptible, comme le battement d'ailes d'un papillon. Puis une autre. Plus forte. Stéphane se figea, craignant de faire fuir ce miracle. Le louveteau eut un soubresaut convulsif, ouvrit la gueule et émit un son. Un mélange de tout, d'éternuement et de couinement. Un nuage d'humidité s'échappa de son nez. Il inspira avidement, profondément, aspirant l'air glacial avec un sanglot. Son cœur se mit à battre. Toc 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 toc. Rapide comme une machine à coudre. Stéphane sentit des larmes couler sur ses joues, chaudes et salées, gelant dans sa barbe. Il riait et pleurait en même temps, regardant cette boule grise qui se mit soudain à s'agiter dans ses mains, griffant ses paumes de ses petites pattes. La vie était revenue. La mort, voyant l'obstination du bourreau, s'était retirée, décidant qu'elle n'avait rien à faire ici aujourd'hui. Stéphane souleva le louveteau, le porta à son visage. Le petit, ne comprenant pas encore tout à fait ce qui s'était passé, frotta son nez humide contre celui de l'homme et lui lécha la joue de sa langue râpeuse. Dans ce simple geste, il y avait plus de gratitude que dans toutes les prières du monde. Stéphane se tourna vers la blanche. La louve était assise, tremblant de tout son corps. Sa queue battait timidement la neige. Il lui tendit le louveteau. Elle le prit non pas avec ses dents, mais le saisit délicatement avec ses lèvres. Elle se mit immédiatement à le lécher, le réchauffant, vérifiant s'il était indemne. S'étant assurée que son fils était vivant, elle leva la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux de Stéphane. Il n'y avait plus rien d'animal en eux maintenant. C'était le regard d'un égal à un égal, le regard d'une créature qui reconnaissait une dette de vie. Elle s'étira lentement vers l'avant, surmontant la douleur de sa patte brisée, et toucha de sa langue la main de Stéphane, cette même main qui venait de rendre l'âme à son enfant. Elle lécha sa peau rugueuse, léchant la sueur et la saleté, puis, comme pour sceller un pacte, elle lécha la manche de sa veste, là où son propre sang avait séché. C'était un rituel ancien, un pacte de non-agression, un serment de fidélité scellé par le feu, la glace et le miracle d'une résurrection. Cette nuit-là, au cœur même du désert de glace, le chasseur était mort, et le gardien était né. Stéphane s'adossa contre le rocher, ressentant une fatigue incroyable. Mais pour la première fois en 5 ans, il n'y avait pas de vide dans sa poitrine. Il y avait de la chaleur. Il regarda le feu qui se consumait et la famille de loups endormis à côté de lui.
La tempête faisait encore rage au-dessus, mais ici, en bas, la paix régnait. Le matin après la tempête n'arriva pas avec le chant des oiseaux, mais avec un silence assourdissant et vibrant, comme il n'en existe que dans les Alpes en hiver, quand le monde semble figé dans l'attente de la fin du monde. Le soleil, froid et indifférent comme l'œil d'un poisson mort, apparut derrière les pics déchiquetés du massif du Kéra, inondant la gorge d'une lumière pâle et sans vie qui ne réchauffait pas, mais ne faisait que mettre en évidence sans pitié les conséquences du chaos nocturne. La neige tombée pendant la nuit avait caché les traces de l'avalanche, transformant la combe de la mort en une toile blanche parfaite et immaculée, sous laquelle se cachaient des trous traîtres et des pierres acérées. Stéphane ouvrit les yeux, et la première chose qu'il sentit ne fut pas la douleur. Elle était devenue sa compagne constante, un bruit de fond auquel on s'habitue comme au tic-tac d'une horloge, mais une faim de loup féroce. Son estomac se tordit dans une crampe. À côté de lui, roulée en boule, gisait la blanche. Ses flancs étaient creusés. Son pelage était emmêlé, mais elle était vivante. Les louveteaux, réchauffés par la chaleur du corps humain et la fourrure de leur mère, dormaient, enfouis dans un nid improvisé de branches. Stéphane comprenait que s'il restait ici un jour de plus, il ne se relèverait jamais. La faim et le froid les achèveraient plus vite que n'importe quel prédateur. Il fallait sortir de là. Il leva les yeux. La pente par laquelle il avait dévalé la veille se présentait maintenant comme un plan incliné d'une centaine de mètres de long, couvert de neige meuble et d'une croûte de glace. Pour un homme en bonne santé, ce serait une ascension difficile. Pour un infirme avec un genou luxé et une louve blessée, cela ressemblait à une méthode de suicide sophistiquée, mais l'alternative était la mort, et Stéphane Moreau n'avait pas l'habitude de se rendre sans combattre. Il commença à se préparer. Chaque mouvement était réfléchi et économe. D'abord, il sortit de son sac à dos, miraculeusement rescapé de la chute, les restes de bandes de viande de gibier séchées, des lanières dures et salées. Il les partagea équitablement, la moitié pour lui, la moitié pour la blanche. La louve prit la nourriture délicatement, sans avidité, comprenant la valeur de chaque calorie. Ensuite, Stéphane s'occupa du transport. Il ne pouvait pas porter les louveteaux dans ses mains. Ses mains étaient nécessaires pour s'accrocher à la vie. Il vida son sac à dos, jetant tout ce qui était superflu, la gamelle, des chaussettes de rechange, une boîte de conserve, une décision difficile qui lui serra le cœur. Mais le poids excédentaire tirait vers le bas. Au fond du sac, il plaça son écharpe en laine, créant un nid douillet, et y transféra les louveteaux endormis. Ils couinèrent de mécontentement, mais se calmèrent rapidement, sentant l'odeur l'un de l'autre. Maintenant, le plus difficile, la blanche. Elle pouvait se déplacer sur 3 pattes, mais la montée dans la neige instable exigeait un appui sur les 4 membres. Sa patte arrière pendait mollement. Stéphane sortit une corde d'alpinisme, fine mais solide, capable de supporter une traction d'une demi-tonne. Il en fit une sorte de harnais, en l'attachant autour de la poitrine et des pattes avant de la louve, et fixa solidement l'autre extrémité à sa propre ceinture, avec un nœud de chaise qui pouvait être défait d'une seule main même sous tension. Ils étaient maintenant liés, par la même chaîne, par le même destin. Si l'un tombait, les deux tomberaient. Stéphane regarda la bête dans les yeux. « Eh bien, mon ami, dit-il d'une voix rauque en serrant sa ceinture. On danse ?» La blanche, comme si elle avait compris son plan, se leva, reportant son poids sur ses pattes saines, et lui donna un petit coup de museau sur le genou. Ils commencèrent l'ascension. Les premiers mètres furent trompeusement faciles. La neige au pied de la pente était dense, compactée par l'avalanche, et supportait leur poids. Stéphane marchait en premier, ouvrant la voie. Il utilisait la technique des 3 points d'appui, plantant son couteau dans la neige durcie, se hissant, puis déplaçant sa jambe saine, tout en traînant sa jambe malade derrière lui, en essayant de ne pas la solliciter. La blanche suivait, marchant dans ses pas, tendant la corde quand elle prenait du retard, et la relâchant quand Stéphane s'arrêtait pour reprendre son souffle. C'était une procession étrange et grotesque. Un homme araignée et une louve à 3 pattes rampant sur un mur de silence blanc. Mais plus il montait, plus la pente devenait raide et la neige meuble. À mi-chemin, la croûte de neige ne tenait plus. Stéphane s'enfonçait jusqu'à la taille, se débattant dans la neige poudreuse, à bout de souffle. La sueur lui coulait dans les yeux, gelant instantanément sur ses cils. Son cœur battait à tout rompre dans sa gorge, prêt à sortir. La douleur dans son genou s'était transformée en une tige de fer chauffé à blanc, qui lui transperçait la jambe à chaque mouvement. La blanche aussi commençait à faiblir. Elle gémissait,
ses griffes glissant sur la glace cachée sous la neige. La corde se tendit comme une corde de violon, cisaillant la taille de Stéphane. Mais il ne se plaignait pas. Il tirait pour 2, pour 3, pour 4. Il s'était transformé en locomotive, en tracteur fonctionnant à la pure rage et à l'obstination. À ce moment, une ombre apparut au-dessus de la gorge. C'était un corbeau, un vieux corbeau énorme, aux plumes d'un noir de jet qui brillait au soleil comme de l'anthracite. Il n'était pas un simple oiseau, il était un messager, un observateur qui apparaissait toujours là où la mort rôdait. Le corbeau se posa sur un rebord rocheux un peu plus haut sur la pente, pencha la tête et émit un croassement rauque. Ses yeux de perle suivaient attentivement les silhouettes grimpantes. Il attendait. Il savait que dans les montagnes, les faibles ne vivent pas longtemps. Stéphane vit l'oiseau, cracha du sang sur la neige et croassa, n'y compte pas, charognard. Ce défi lui redonna des forces. Il fit un effort, planta son couteau dans la glace, se hissa, et c'est alors que ce qu'il redoutait le plus arriva. La plaque de neige sous sa jambe saine se déroba. Une lentille de glace cachée dessous brilla traîtreusement au soleil. Son pied glissa. Stéphane perdit l'équilibre. Il tomba sur le ventre et commença à dévaler la pente, prenant de la vitesse. « Tiens bon !» réussit-il à crier, sans savoir à qui il s'adressait. La corde se tendit avec un claquement sec. La secousse fut si violente que Stéphane eut le souffle coupé. Il s'attendait à entraîner la louve avec lui, et à ce qu'ils dévalent tous les deux jusqu'en bas, au point de départ, et peut-être à la fin de leur vie. Mais la chute s'arrêta net. Brutalement. Stéphane pendait à la corde, se balançant comme un pendule. Il releva la tête, crachant de la neige. La blanche n'était pas tombée. Au moment où Stéphane avait glissé, elle, obéissant à un instinct incroyable, s'était jetée sur le ventre, s'aplatissant, se transformant en encre, et avait planté ses puissantes griffes dans le bord d'un rocher saillant. Mais ce n'était pas assez. La neige glissait sous elle, et c'est alors qu'elle fit l'impossible. Elle planta ses dents dans la racine d'un mélèze chétif qui sortait d'une fissure. Ses mâchoires se refermèrent comme un piège. Les muscles de son cou se gonflèrent comme des cordes. Les veines se tendirent à se rompre. Elle soutenait le poids d'un homme adulte et d'un sac à dos avec des enfants. De sa gueule, là où l'écorce rugueuse lui coupait les gencives, du sang coulait, colorant la neige en rouge. Elle grognait à travers ses dents, mais ne les desserrait pas. Stéphane vit cet exploit. Il vit ses pattes trembler, ses yeux s'injecter de sang. Il comprit qu'il avait quelques secondes. S'il ne l'aidait pas, soit elle lâcherait prise, soit son cou se briserait. « J'arrive, Blanche, j'arrive » cria-t-il. L'adrénaline lui monta à la tête. Oubliant la douleur, oubliant son genou brisé, Stéphane commença à grimper le long de la corde, s'agrippant à la neige avec ses doigts, se hissant avec son couteau. Il grimpait avec la fureur d'un berserker. 1 mètre, 2, 3. Il l'atteignit. Il attrapa de la main la même racine qu'elle tenait, soulageant la tension sur la corde. La blanche desserra immédiatement ses mâchoires, aspirant avidement de l'air. Elle le regarda, et dans ce regard, il y avait tant de souffrance et de triomphe que Stéphane sentit une boule se former dans sa gorge. Il restait un dernier effort. Franchir la corniche. Maintenant, il travaillait comme un seul mécanisme. Stéphane poussait la blanche par en dessous, appuyant son épaule contre sa croupe, pendant qu'elle s'agrippait au bord du plateau avec ses pattes avant. Une fois sortie, elle se retourna immédiatement, prit appui sur ses pattes et commença à tirer la corde avec ses dents, aidant Stéphane. L'homme et la bête, grognant et haletant, se hissèrent mutuellement sur la surface plane. Ils s'effondrèrent sur la neige, épuisés, vidés, mais vivants. Ils gisaient côte à côte. Leur souffle s'échappait en nuages de vapeur, se mêlant dans l'air. Au-dessus d'eux brillait le ciel froid et infini des Alpes. Le corbeau, voyant que le déjeuner était annulé, croassa de mécontentement, battit de ses lourdes ailes et s'envola chercher une proie plus facile. Stéphane se retourna sur le dos, ouvrit sa veste pour vérifier les louveteaux. Il dormait, ne s'étant même pas réveillé pendant cette attraction mortelle. Il se mit à rire, d'un rire rauque, déchirant, fou. La blanche rampa jusqu'à lui et posa sa lourde tête sur sa poitrine. Stéphane enfouit ses doigts dans son pelage épais et rêche. Il n'y avait plus de corde entre eux, mais le lien qui s'était formé sur cette pente était plus solide que n'importe quel acier. Ils avaient accompli l'impossible.
Ils avaient vaincu la gravité et la mort. Mais un long chemin les attendait pour rentrer chez eux, à travers une forêt pleine de dangers. Et Stéphane savait que le plus difficile était encore à venir. Le chemin du retour n'était pas celui d'un héros. C'était une agonie, étirée sur des kilomètres de désert de glace, où chaque pas rapprochait non pas du salut, mais de la limite des capacités humaines. Le soleil, bref et avare, était déjà descendu derrière l'horizon, colorant le ciel de tons pourpres inquiétants, rappelant du sang séché sur des bandages. Le crépuscule dans la forêt des Alpes ne s'installe pas progressivement. Il tombe comme un lourd rideau, transformant les arbres familiers en silhouettes hideuses et les ombres en créatures vivantes. Stéphane marchait maintenant en pilote automatique. Sa conscience oscillait au bord du délire. La douleur dans son genou luxé s'était transformée en une tige de fer chauffé à blanc qui transperçait tout son corps jusqu'au sommet du crâne. Mais il ne s'arrêtait pas. Il était lié par la corde à la blanche, et cette corde ne tirait plus la louve, mais lui. La bête, malgré sa patte brisée, se déplaçait avec une persévérance incroyable, comme si elle sentait que l'homme faiblissait et essayait de prendre le relais. Le sac à dos avec les louveteaux, suspendu aux épaules de Stéphane, semblait plus lourd qu'une pierre tombale, mais les légers souffles dans son dos lui rappelaient pourquoi il continuait à mettre un pied devant l'autre. Ils arrivèrent sur une ancienne éclaircie. La maison n'était plus qu'à 2 kilomètres. Une distance dérisoire pour un homme en bonne santé, mais une éternité pour un mourant. Et c'est là que la forêt décida de jouer sa dernière carte. La forêt autour d'eux changea. Le silence, qui jusqu'alors ne faisait que vibrer de froid, se remplit soudain de bruit, des bruissements, le craquement de la neige, le souffle lourd de nombreux poumons. Des ombres se détachèrent des troncs d'arbres et commencèrent à resserrer le cercle. C'étaient des loups, mais pas la meute de la Blanche, pas ses sujets. C'était une bande de maraudeurs, venus des versants sud, ayant senti la faiblesse de la maîtresse du territoire. De la pénombre sortit leur chef, une bête que les chasseurs locaux connaissaient sous le nom d'oreille déchirée. C'était un loup énorme et trapu, de couleur gris sale, comme s'il avait été roulé dans la cendre. Son oreille gauche avait été arrachée presque à la racine lors d'une vieille bagarre, et une vieille cicatrice blanchâtre barrait tout son museau, de l'œil à la gueule, lui donnant une expression de sourire méchant éternel. Oreille déchirée était l'antithèse de la Blanche. Si elle était l'incarnation de la force noble et de l'harmonie, il était celle de la brutalité et du chaos. C'était un usurpateur, un bandit qui attendait depuis des années le moment où le trône d'Akla serait vacant. Il regardait la Blanche boiteuse et l'homme épuisé avec des yeux jaunes pleins de triomphe. Sa meute, 8 bêtes affamées et nerveuses, montrait les dents, coupant toute retraite. Il sentait l'odeur du sang et de la maladie. La loi de la jungle disait, le faible doit mourir. Stéphane s'arrêta, s'appuyant lourdement sur un bâton improvisé. Il comprit qu'il n'y avait nulle part où fuir. Il n'avait plus de balles dans son pistolet. Il avait vidé le chargeur en effrayant l'ours, et avait oublié de recharger, et d'ailleurs, le chargeur de rechange était resté dans la cartouchière perdue quelque part sous la neige. Le couteau. Contre 9 loups, c'était ridicule, mais Stéphane Moreau n'allait pas devenir un dîner. Il jeta le sac à dos avec les louveteaux au centre, les protégeant de son corps, et sortit de sa poche ce qu'il gardait précieusement. Un feu de détresse, un signal lumineux qu'il avait trouvé dans la poche de sa veste. Vieux, périmé, mais c'était sa seule chance. Halte! Hurla-t-il d'une voix dans laquelle, malgré la faiblesse, résonnait l'acier. Il tira sur la cordelette. Le feu de détresse siffla, cracha des étincelles et s'enflamma d'une lumière rouge aveuglante, déchirant le crépuscule d'une lueur sanglante. Les loups reculèrent, aveuglés par l'éclat. Oreille déchirée gronda, les oreilles couchées, mais ne s'enfuit pas. Il savait que le feu n'était pas éternel. Stéphane, comprenant cela, se mit à agir rapidement. Avec ses pieds, il rassembla du bois mort qui dépassait de la neige, arracha son écharpe, imprégnée de sueur et peut-être de restes d'huile d'arme, la jeta dans le tas et l'enflamma avec le feu de détresse. La flamme s'éleva. Stéphane commença à se précipiter, mettant le feu aux branches sèches autour de lui et de la Blanche, créant un cercle de feu. Ce n'était pas un mur de feu, mais plutôt une ligne pointillée de lumière et de chaleur. Mais pour les bêtes sauvages, c'était la frontière entre le monde des vivants et celui des esprits. Oreille déchirée fit un pas en avant. Il voyait que l'homme était faible. Il voyait que le feu vacillait au vent. Il émit un son bref, aboyant. L'ordre d'attaquer. 2 jeunes loups s'élancèrent,
mais c'est alors que se produisit ce que personne n'attendait. La Blanche, qui jusqu'alors était couchée sur la neige pour économiser ses forces, se leva soudainement. Elle se releva lentement, surmontant une douleur infernale dans sa patte, mais se dressa de toute sa hauteur. À la lumière du feu rouge, son pelage blanc paraissait rose, et ses yeux brûlaient d'un feu diabolique. Elle ne gronda pas. Elle fit un pas vers Oreille Déchirée, franchissant la ligne de feu créée par Stéphane. Elle se tenait devant l'usurpateur, la tête fièrement relevée, immense, majestueuse, malgré ses blessures. Et elle se mit à chanter. Ce n'était pas un hurlement, c'était un chant. Un son profond, vibrant, venant du plus profond de sa poitrine. Un son qui résonnait avec les anciens rochers du Kéra. C'était le chant de l'Alpha, une affirmation de ses droits, une déclaration de pouvoir qui ne peut être pris par la force, mais seulement mérité par le sang. Dans ce son, il y avait l'histoire de milliers de générations. La puissance de la tempête et le froid du père Gélissol. Oreille Déchirée se figea. Sa queue, qui une seconde auparavant était levée avec une ardeur combative, trembla et s'abaissa. Il était fort, il était cruel, mais il n'était qu'un loup. Et devant lui se tenait une légende. La magie du lieu, les superstitions absorbées avec le lait de sa mère, frappèrent ses instincts. Attaquer la reine alors qu'elle chantait le chant de l'Alpha signifiait défier les esprits mêmes de la forêt. Une peur irrationnelle, mystique, paralysa ses membres. Il détourna le regard. D'abord lui, puis les autres loups, commencèrent à reculer. Ils gémissaient, se pressant contre le sol, reconnaissant leur défaite non pas dans un combat de crocs, mais dans un combat d'esprit. Oreille Déchirée, après un dernier grognement dans le vide, se retourna et s'enfuit, se dissolvant dans l'obscurité. Sa meute le suivit. Une minute plus tard, la clairière était vide. Il ne restait que le crépitement du feu qui se consumait, le souffle lourd d'un homme et le profil fier d'une louve blanche regardant ses ennemis s'éloigner. Stéphane, qui se tenait un couteau à la main, prêt à mourir, s'agenouilla lentement. Il regardait la Blanche avec vénération. Elle les avait sauvés non par la force, mais par sa grandeur. La louve se tourna vers lui. Ses forces s'épuisèrent aussi soudainement qu'elles étaient apparues, et elle s'affaissa lourdement sur la neige. Stéphane rampa jusqu'à elle, lui passa le bras autour du cou. « Tu es une reine » murmura-t-il dans son oreille chaude. « Une vraie reine. » Le feu se mourait. Il fallait partir. Les dernières centaines de mètres. Stéphane souleva le sac à dos, aida la Blanche à se relever, et ils repartirent. Devant, à travers les arbres, une petite lumière vacillait déjà. C'était la lampe sur le porche de sa maison, qu'il avait, par un heureux hasard ou par prescience, oublié d'éteindre avant de partir. Cette faible lueur jaune semblait un phare dans l'univers. Ils sortirent à la lisière de la forêt. La voilà, la maison. Une solide construction en bois, de la fumée sortant de la cheminée. Le poêle conservait encore sa chaleur, sa sécurité. Les pieds de Stéphane touchèrent le chemin déneigé près du porche, et à cet instant, le monde s'éteignit. La réserve sur laquelle il avait tenu les 2 derniers jours était épuisée. Son cœur manqua un battement, ses genoux fléchirent, et Stéphane Moreau s'effondra, le visage dans la neige, juste sur le seuil de son refuge, à quelques pas de la porte. L'obscurité le recouvrit d'une douce et chaude couverture. La dernière chose qu'il sentit fut une langue râpeuse sur sa joue et une chaleur. Le retour au monde des vivants pour Stéphane Moreau commença non pas avec la lumière, mais avec une odeur acre et piquante de chlore, d'alcool et de choux trop cuits, que l'on ne peut confondre avec rien d'autre. C'était l'odeur d'un bâtiment public, l'hôpital. Il essaya d'ouvrir les yeux, mais ses paupières semblaient de plomb, et son corps lui était étranger. Comme si on l'avait démonté et remonté, en oubliant quelques pièces importantes. Quand il réussit enfin à décoller ses cils, il vit au-dessus de lui non pas le ciel étoilé du Kéra, mais un plafond fissuré avec des auréoles jaunes de fuite et une ampoule blafarde qui bourdonnait comme une mouche mourante. À côté de son lit, sur une chaise dure, était assis un homme que Stéphane connaissait depuis une demi-vie. Pierre Dubois, le chirurgien en chef et unique chirurgien de l'hôpital local. C'était un homme corpulent de 60 ans, ressemblant à un vieux morse. Son crâne chauve brillait à la lumière de l'ampoule. D'épaisses moustaches grises se hérissaient au-dessus de sa lèvre supérieure, cachant un sourire éternellement sceptique, et des lunettes à verres épais pendaient à un cordon sur sa blouse délavée. Pierre Dubois avait un caractère difficile et grincheux. Il réprimandait les patients pour le tabagisme,
le surpoids et la bêtise. Mais il avait des mains en or. Des mains qui, en 40 ans de pratique, avaient recollé les morceaux de la moitié des chasseurs de la région. Il lisait un journal usé, mais, remarquant le mouvement de Stéphane, il le posa et se pencha vers le malade, l'enveloppant d'une odeur de tabac et de pastilles à la menthe. « Eh bien, bon retour, Lazare, grommela le docteur. Sa voix grinçait comme une charrette non graissée. Je pensais déjà devoir te rayer de la liste. 3 jours dans le coma, température corporelle à l'admission de 28 degrés. Les gens ne survivent pas à ça, Stéphane, seulement les poissons congelés. Stéphane essaya de répondre, mais seul un râle sortit de sa gorge. Pierre Dubois lui tendit un verre d'eau. Buvant avidement, Stéphane commença à se souvenir, l'avalanche, la gorge, la blanche, les loups, le feu et l'obscurité sur le seuil. Comment suis-je arrivé ici? Articula-t-il. La porte de la chambre s'ouvrit bruyamment et sur le seuil apparut Léo Lambert, le jeune gendarme, un garçon d'une vingtaine d'années, au visage rond et rouge comme une crêpe, et aux yeux pleins d'un enthousiasme de chiot. Léo était le fils d'un vieil ami de Stéphane, un garçon gentil mais agité, qui rêvait d'exploits en restant assis au bureau. Voyant que la légende s'était réveillée, il afficha un large sourire. « Monsieur Moreau. Vous êtes vivant !» cria-t-il, ignorant les sifflements du docteur. « On vous a trouvé grâce à votre balise avec les motoneiges. Quand j'ai vu les traces près de la maison, j'ai failli m'évanouir. » Léo se mit à jacasser, agitant les bras. Il raconta comment ils avaient trouvé Stéphane sur le porche, couvert de neige, mais vivant. Mais le plus étrange, Monsieur Moreau. La voix du garçon baissa jusqu'à un murmure mystérieux. Vous n'étiez pas seul. Toute la neige autour de vous était piétinée. Des traces énormes, de loups, et du poil blanc partout. D'après les traces, la bête était couchée à côté de vous, vous réchauffant avec son corps, jusqu'à notre arrivée, puis elle est partie dans la forêt. On a pensé que c'était votre nouveau chien, mais vous n'avez pas de chien. Stéphane ferma les yeux et sourit faiblement. La blanche ne l'avait pas abandonné. Elle avait rempli sa part du contrat jusqu'au bout. Elle l'avait réchauffé quand sa propre chaleur s'était épuisée, payant une vie pour une vie. C'était un ange gardien, Léo, dit doucement Stéphane. Juste un ange sous une peau de loup. La convalescence dura de longs mois. Le genou dut être reconstruit, et Pierre Dubois l'avertit honnêtement que Stéphane ne pourrait plus courir dans les montagnes, seulement marcher, et encore, avec une canne. Pour tout autre chasseur, cela aurait été une tragédie, la fin d'une vie. Mais pour Stéphane, ce fut un commencement. Pendant ses longues nuits à l'hôpital, regardant par la fenêtre les motifs de givre, il comprit que le bourreau était mort là-bas, dans la combe de la mort. L'homme qui était sorti de la gorge était différent. La première chose qu'il fit en sortant de l'hôpital fut quelque chose qui stupéfia tout le village. Il vendit sa carabine de chasse, l'arme qui était le prolongement de sa main, il vendit ses pièges, il vendit les pots qui s'étaient accumulés pendant des années. Avec l'argent récolté, il acheta une motoneige, non pas pour la chasse, et des tonnes de fourrage. Il transforma sa vieille grange en un entrepôt chauffé et commença à distribuer du foin et du sel aux mangeoires éloignés pour les élans et les chevreuils. Il devint le gardien officieux de la forêt, un homme qui ne prenait pas la vie, mais la soutenait. Au début, les habitants du coin le prirent pour un fou, disant que le vieil homme avait perdu la tête après l'avalanche, mais avec le temps, ils se turent. Dans les yeux de Stéphane, autrefois froids et vides, une lumière était apparue. Une lumière calme et régulière, celle d'un homme qui a trouvé un sens à sa vie. Il n'entendait plus la nuit le silence vibrant de sa maison vide. Maintenant, dans ses rêves, il voyait des yeux ambrés et sentait la chaleur d'un petit louveteau sur sa poitrine. 3 ans passèrent. 3 longs et rudes hivers qui effacèrent les traces du passé. Le village continuait de geler sous sa cloche de glace, mais pour Stéphane, le froid avait cessé d'être un ennemi. Il savait maintenant que même dans le gel le plus intense, il y a de la place pour la chaleur. C'était la veille de Noël, une nuit où le ciel au-dessus du Kéra devient transparent comme du cristal, et où la lune est si basse qu'on dirait qu'on peut la toucher. Stéphane était assis sur son porche, emmitouflé dans sa vareuse, et buvait une tasse de thé chaud. Sa jambe malade lui lançait à l'approche du mauvais temps, mais c'était une bonne douleur, qui lui rappelait qu'il était vivant. À côté de lui, appuyé contre la balustrade, se tenait son nouvel ami, un chien nommé Bourrasque, un énorme malamute hirsute que Stéphane avait recueilli dans un refuge.
Bourrasque se tendit soudain, dressa les oreilles et gronda sourdement, regardant vers la forêt. Stéphane posa sa main sur le garrot du chien pour le calmer. Doucement, ce sont des amis, murmura-t-il, sans savoir pourquoi il disait cela. Il scrutait l'obscurité, là où le mur de la forêt rencontrait le champ enneigé. Et c'est alors qu'il l'entendit. Le son qu'il attendait depuis 3 ans. Un hurlement, non pas plaintif, non pas affamé, mais un hurlement puissant, triomphant, qui s'élevait vers les étoiles comme une musique d'orgue. De l'ombre des arbres, dans une tache de lumière lunaire, elle sortit, la blanche. Le temps ne l'avait pas épargnée. Son pelage n'était plus d'un blanc aussi éblouissant. Il s'était terni, était devenu grisâtre. Son museau avait entièrement blanchi, et sa démarche était devenue lourde. Elle était vieille, mais sa posture conservait toujours la noblesse d'une reine. Elle s'arrêta à une 50aine de mètres de la maison, au sommet d'une colline enneigée, mais elle n'était pas seule. À ses côtés, comme une garde d'honneur, sortirent 2 loups. D'énormes et puissantes bêtes dans la fleur de l'âge. L'un d'un blanc pur, une copie de sa mère dans sa jeunesse, l'autre gris avec une bande sombre le long de l'échine. Celui-là même que Stéphane avait réchauffé sur sa poitrine, à qui il avait insufflé la vie avec ses propres poumons. C'était maintenant un chef, un mâle alpha, dont les muscles saillissaient sous une épaisse fourrure, et dont le regard était droit et intrépide. Il reconnut cette odeur, l'odeur de la maison, l'odeur de la fumée et l'odeur de l'homme qui lui avait donné une seconde chance. Le jeune loup fit un pas en avant, leva la tête et émit un bref son de salutation. Ni un aboiement, ni un hurlement, mais quelque chose comme un soupir de reconnaissance. La blanche regardait Stéphane. Entre eux, il y avait 50 mètres de neige et toute une vie. Il n'avait pas besoin de s'approcher. Il n'avait pas besoin de se toucher. Tous les mots avaient été dits cette nuit-là, près du feu. C'était un adieu, et c'était une salutation. Elle était venue lui montrer ses enfants, lui montrer que son sacrifice n'avait pas été vain. La lignée continuait. La vie avait vaincu la mort. Stéphane leva sa tasse de thé, la saluant comme un vieux camarade de combat. Une larme solitaire coula sur sa joue, mais il ne l'essuya pas. « Vivez longtemps, mes enfants » murmura-t-il dans l'air glacial. « La forêt est à vous maintenant. » La blanche inclina la tête. Un mouvement à peine perceptible, plein de dignité. Puis elle se retourna et repartit lentement dans le taillis. Les jeunes loups restèrent un instant, regardant l'homme, puis suivirent leur mère en silence, se fondant dans la lumière argentée de la lune, comme des fantômes. Stéphane resta sur le porche, écoutant le craquement de la neige sous leurs pattes s'estomper. Il leva les yeux vers les étoiles qui brillaient au-dessus de sa tête, et pour la première fois depuis de nombreuses années, il sentit que Sandrine et Manon lui souriaient de là-haut. Son cœur, autrefois prisonnier de la glace, battait maintenant d'un rythme régulier et calme, réchauffé par le souvenir de la louve blanche qui lui avait enseigné la loi la plus importante du Nord, en sauvant un autre, tu te sauves toi-même. L'histoire du bourreau était terminée, et la légende du gardien et de sa reine blanche commençait. Une légende que l'on raconterait au coin du feu dans le Kéra pendant encore de nombreuses générations. Cette histoire nous rappelle que rien n'est impossible à Dieu. Même un cœur transformé en pierre par le chagrin peut fondre si l'on y laisse entrer ne serait-ce qu'une goutte de compassion. Stéphane pensait que sa vie était finie, mais Dieu lui a envoyé une épreuve non pas pour le punir, mais pour le sauver. Le miracle ne s'est pas produit lorsqu'ils sont sortis de la gorge, mais lorsque l'homme et la bête se sont vus non pas comme des ennemis, mais comme des âmes vivantes. En sauvant son ennemi, Stéphane s'est en fait sauvé lui-même. C'est la leçon principale. La miséricorde est cette lumière divine capable de dissiper toutes les ténèbres, même la nuit alpine. Dans notre vie quotidienne, nous connaissons aussi nos propres tempêtes et avalanches. Il arrive que nous ayons l'impression d'être complètement seuls dans un monde froid. Mais regardez autour de vous. Peut-être que celui qui a besoin de votre aide en ce moment même vous est envoyé d'en haut pour guérir votre propre âme. N'ayez jamais peur de faire le bien, même lorsque vous êtes vous-même dans la difficulté ou la douleur. L'amour donné au monde ne disparaît jamais. Il revient toujours au centuple, parfois de la manière la plus inattendue. Mes chers amis, si cette histoire vous a réchauffé et vous a fait réfléchir, soutenez notre chaîne. Partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches, afin que la lumière du bien se propage et réchauffe d'autres cœurs. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour que nous puissions continuer à nous retrouver et à partager des récits aussi touchants. Je prie sincèrement pour que la chaleur règne toujours dans vos foyers, et la paix et la grâce dans vos cœurs.
Que le Seigneur et les anges gardiens vous protègent, vous, vos enfants et petits-enfants, de tous les malheurs et maladies. Si vous croyez que l'amour et la miséricorde peuvent accomplir de véritables miracles, et si vous croyez en la puissance de la providence divine, écrivez un seul mot dans les commentaires, Amen. Que ce mot devienne notre prière commune et une bénédiction pour tous ceux qui le lisent.